mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue une fois de plus ici dans ce lieu que maintenant beaucoup d'entre vous apprennent à connaître depuis notre collaboration qui se poursuit avec qualité. Et merci beaucoup à Frédéric Mitterrand. Je l'appelle Frédéric Mitterrand parce qu'il a beaucoup de titres, mais c'est peut-être le plus simple, c'est son patronyme, d'avoir accepté notre invitation et d'être ici dans cette thématique qui lui convient si bien. Littérature du réel, effectivement, puisque les thèmes qui sont explorés par ce polyglotte de l'art, finalement, entre le cinéma, la littérature, l'animation, le conte, et puis beaucoup d'autres choses, bien sûr, sont des thèmes qui parlent à tout le monde, tout en étant ancrés dans sa propre réalité, dans la réalité du monde que nous connaissons. C'est pas à moi de le dire, Olivier le fera beaucoup mieux que moi, mais bien sûr, les thématiques de l'exil, tant l'exil intérieur que l'exil tout court, la thématique de la mémoire, la thématique de la beauté, du désir, tout ça sont des thématiques qui sont des thématiques fortement ancrées dans la vie et fortement ancrées dans le réel. Et il faut quelqu'un qui ait un peu de poésie, puisque pour nous parler de tout ça, nous en parler avec qualité. Donc nous sommes ravis d'accueillir, une fois de plus, nous confions les clés avec bonheur du convoi de la conversation à Olivier Mony, qui sait si bien le mener. Et nous sommes heureux de commencer cette année aux côtés de notre partenaire, le Centre culturel Leclerc, qui est un animateur reconnu de la vie dans la ville et qui, je pense, a le même plaisir que nous à accueillir Frédéric Mitterrand. Bienvenue parmi nous, et vous voyez que l'auditoire a très envie que nous cessions cette petite introduction pour passer au plus important de notre rencontre, c'est-à-dire vous-même. Merci à tous. Bonsoir. C'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve nombreux en ce début d'année 2017. Permettez-moi tout d'abord, au nom de toute l'équipe de l'Espace culturel et de Monsieur Levieux, notre PDG, souffrant ce soir, qui s'en excuse, de vous souhaiter entre autres une année riche en lecture et en découvertes et rencontres littéraires. Dois-je vous présenter notre invité de ce soir? Mais derrière un nom, il y a une voix qui résonne encore personnellement dans le creux de mon oreille et me replonge instantanément dans la salle à manger de mon adolescence. Animateur, producteur de télévision et ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand se livre de manière intimiste dans ses écrits. Il vient ce soir nous présenter le dernier en date. Mes regrets sont des remords. Bonne soirée. Merci beaucoup, merci pour cet accueil chaleureux et sympathique. Bien, à mon tour d'y aller de mon petit compliment et de vous présenter à tous et à toutes. C'est pas un compliment d'usage, là il y a quelque chose de profondément vrai. Mes meilleurs vœux, et présenter les meilleurs vœux à vous, monsieur le maire, en vous remerciant à nouveau pour la confiance dont vous m'honorez, et à toute l'équipe réunie autour de ces conversations au carré. Je m'en voudrais de ne pas citer bien sûr l'espace culturel Leclerc, qui fait tout pour que je le cite, qui passe et repasse devant moi comme ça, mais également la médiathèque, qui joue un rôle absolument essentiel dans la conception de ces conversations. J'espère n'oublier personne. Toutes les équipes réunies autour de vous, monsieur le maire, Vanessa Dumas, adjointe à la culture, les équipes réunies autour de la communication et de votre cabinet. Voilà. Je suis très heureux et un peu intimidé. Je vais vous expliquer pourquoi je suis intimidé de recevoir ce soir, dans le cadre de ces conversations, Frédéric Mitterrand, que je remercie chaleureusement aussi d'avoir répondu à ma demande qui était pressante, si pressante qu'il a fini par y céder. Le problème étant que, comme vous tous peut-être, je l'ai bien senti dans les petits discours qu'il y avait là en introduction, on ne sait pas par où prendre l'animal, tant sa dissipation lui vaut morale et vertu. Je crois que c'est Cocteau. Ce qu'il y a de bien avec Cocteau, c'est qu'on a une citation pour à peu près toutes les situations de la vie. Là, on voit la une qui disait que il fallait ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Donc, j'aurais tendance à dire, d'abord, j'ai pas de conseil à donner à Frédéric Mitterrand, mais si j'en avais, je lui dirais ne vous laissez pas abattre parce qu'on peut vous reprocher peut-être cette dispersion, cette dissipation. C'est vous et ça nous est précieux.
Et puis après tout, ne dit-on pas que en matière de dissipation, les plus dissipés, ce sont les nuages et les enfants. Et si Frédéric Mitterrand n'est pas un nuage, ou alors un gentil nuage, je suis absolument persuadé que ce grand garçon, tout ministre qu'il fut, est essentiellement un enfant, mais peut-on jamais être autre chose que ça? En tout cas, dans les livres qu'il nous offre, il est vraiment un enfant. La raison pour laquelle, quand même, je l'ai invité, c'est que je trouve très sincèrement qu'aujourd'hui, Frédéric Mitterrand est une des voix majeures de la littérature française contemporaine. Et c'est vrai que sa notoriété, qui est d'abord une notoriété cathodique, peut-être, paradoxalement d'ailleurs, cache une appréhension sereine de son œuvre et de l'importance de son œuvre. C'est vrai aussi, et peut-être on va en parler ensemble tout à l'heure, que puisque œuvre il y a, et j'en suis intimement persuadé, c'est pas très français. Frédéric Mitterrand n'écrit pas de romans, pas d'essais spécialement polémiques. Il est dans l'écriture de soi, mais pour autant ce n'est pas ce qu'on appelle, d'un terme assez impropre, je trouve, l'autofiction. On voit bien la différence entre les douleurs de Frédéric Mitterrand et celles plus, plus ostensibles peut-être de Madame Angot, par exemple, représentante désignée de l'autofiction dès qu'on en parle en France. On est chez Frédéric Mitterrand dans quelque chose qui est de l'ordre du roman familial et peut-être plus que tout, j'espère que ça lui fera plaisir, de ce que dans son magnifique livre de souvenirs, l'écrivain américain trop oublié aujourd'hui, Frédéric Procoche, appelait des voix dans la nuit, car ce sont des voix dans la nuit qui nous parviennent quand on lit les livres de Frédéric Mitterrand. Alors, en fait de livres, il y en a un qui vient de sortir, qui s'appelle « Mes regrets sont des remords ». Permettez-moi de vous dire, cher Frédéric Mitterrand, que si je ne vous connaissais pas, en tant que lecteur, j'entends, j'aurais eu les plus grosses préventions avec ce titre. Je me serais dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça et en fait, on comprend parfaitement ce dont il retourne dès les premières pages. Je pense qu'on a tendance aussi à beaucoup souligner le caractère mélancolique, pour le moins, de ce que vous écrivez. De fait, c'est indéniable. Mais peut-être ne relève-t-on pas assez l'humour, par exemple, qui est plus qu'une politesse, dans votre cas, de ce que vous écrivez, y compris dans ces pages-là, qui ne sont pas toujours marquées de la plus franche jovialité, par ailleurs. Commençons donc par le commencement. Vous voulez que je vous réponde déjà un petit peu à tout ce que vous avez dit? Oui, s'il vous plaît. Alors, sur la dissipation, c'est un reproche que je me suis fait assez souvent et en même temps, je n'arrive pas à le faire jusqu'au bout, dans la mesure où en fait, je ne me sens pas dissipé. J'ai eu le sentiment d'aller toujours dans la même direction, mais avec des étapes qui étaient peut-être différentes les unes des autres, mais qui, au fond, racontaient la même histoire. Je crois qu'un certain nombre d'émissions de télévision, celles qui ont intéressé peut-être le plus le public, qui étaient ou les émissions sur le cinéma, qui sont assez rapidement devenues des biographies, ou les émissions sur l'histoire, qui étaient des biographies, ou les émissions comme Les Amants du siècle, qui reprenaient quelques personnages de notre siècle pour raconter leur existence. C'était déjà, au fond, des textes. C'est-à-dire, chaque fois, c'était moi qui écrivais le texte, et c'était des textes qui étaient montés et au contact d'images. Mais chaque fois, c'était au fond un travail qui alliait le cinéma et la littérature. Littérature est un grand mot, et je suis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, d'une nature finalement assez modeste. C'est d'ailleurs pas très modeste de dire ça, mais voilà, c'est un grand mot pour moi, la littérature, et je ne suis pas certain de pouvoir l'atteindre. En revanche, l'écrit et l'image. Et le premier film que j'ai fait, Lettres d'amour en Somalie, était
était précisément, dès le départ, au carrefour, au lieu de cette rencontre entre la littérature et l'image. Et pour continuer dans le sens de la réponse que je vous fais, ce qui était assez étrange, c'est que je n'arrivais pas à faire un film avec des personnages qui rentrent dans une chambre et puis qui se parlent. Voilà. Non, ce qui m'intéressait, c'était la voix off sur les images. Et en l'occurrence, comme à l'époque j'étais totalement inconnu, je ne pouvais pas avoir d'acteur pour le faire, ben je le faisais moi-même. Et il y avait sans doute aussi quelque part une angoisse venant de l'enfance, en ce sens que quand je parlais en classe, tout le monde m'imitait. Et en faisant ouin, 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 comme ça. Et donc, j'avais le désir d'imposer ma voix contre le climat général. Et peut-être d'une manière plus profonde, cette idée injuste, mais les chagrins d'enfance sont souvent injustes aussi, qui était que je pensais que mes parents ne m'entendaient pas. Et d'ailleurs, quand j'ai fait de la télévision, je pense que ça relevait de la même chose. Mes parents ne me voyaient pas. Et donc, finalement, on arrive là peut-être au cœur de la démarche, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de dissipation. Le cœur de la démarche étant de se faire entendre, de se faire voir, mais pas dans le sens va te faire voir, et pas d'une manière narcissique comme je le lis quelquefois. Non, désir d'être d'être entendu et vu par les gens que j'aime. Et c'était ça, Lettres d'amour en Somalie. C'est ce que ça racontait au départ, et c'était il y a 40 ans déjà. Et ensuite, à travers les films, à travers les émissions que j'ai pu faire, où chaque fois, il y avait cette rencontre entre un texte que j'écrivais et des images qui, au fond, étaient mon image que je volais, mais qui était en fait, qui portait mon reflet. Alors ça a l'air d'être terriblement présomptueux ou autoritaire ou narcissique ou égocentrique. Oui, mais alors dans ce cas-là, toute démarche artistique est égocentrique. Dans ce cas-là, toute démarche de quelqu'un qui essaye de peindre un tableau, de faire de la musique, est égocentrique. Chaque artiste, encore un autre grand mot que j'utilise généralement très peu, mais auquel en l'occurrence je me réfère, chaque artiste essaye d'exprimer quelque chose. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai pu faire à la télévision était ce dialogue entre l'écrit littéraire et l'écrit par l'image. Et c'est né aussi d'une sorte d'impuissance, l'impuissance que vous avez relevée, qui est que je n'arrive pas à écrire des romans, je n'arrive pas à écrire vraiment des dialogues. Ou du moins, j'écris un dialogue sous forme de mémoire ou de souvenir, avec le passé, avec des êtres que j'ai aimés, avec des circonstances qui m'ont frappé. Mais ce dialogue s'exprime à la première personne et les interlocuteurs sont englobés dans cette première personne. Et un assez bon exemple d'ailleurs de cette attitude, c'est un autre film que j'ai fait, que j'aime beaucoup, qui est le film opéra Madame Butterfly. Et c'est un film opéra, c'est-à-dire que c'est pas la captation de l'opéra, c'est un film où il y a l'opéra de Puccini à la note près. Et
et au texte près. Il n'y a aucune coupe, aucun arrangement, etc. Mais où, en même temps, c'est totalement un film. Et j'ai d'ailleurs énormément aimé faire ce film. Ça m'a beaucoup intéressé. C'était très... Et je le revendique d'ailleurs. C'est un film que les gens n'ont pas beaucoup vu parce qu'il est sorti pendant la période des grandes grèves de 94 ou 95. Et en même temps, il y a un côté un peu culte. Chaque fois, il repasse de temps en temps à la télévision. Et là où j'en viens au point que nous abordons, c'est qu'au fond, c'est un film chanté, avec de très belles voix d'ailleurs. Et au fond, c'est comme si c'était moi qui chante. Alors je suis absolument incapable de chanter. Mais disons que j'avais des interprètes. Et je me sentais très bien dans ce climat-là. C'est pour ça qu'on disait, mais il ne va jamais arriver à faire un film avec de la musique, des décors, des acteurs, ça va être trop compliqué pour lui, il ne connaît pas la technique, etc. J'ai eu aucun problème. J'ai eu aucun problème parce qu'en fait, c'était moi qui chantais, avec des interprètes pour qui j'ai la plus grande admiration et je ne leur retire aucun mérite, bien évidemment. Mais c'est cette idée-là, c'est qu'au fond, je raconte une histoire depuis 40 ans, que je raconte à mes parents, aux gens que j'aime, et je la raconte dans la rencontre de l'image et du film. Alors il m'est arrivé quelquefois de confier la parole à d'autres gens, comme dans Madame Butterfly, ou dans un film que j'ai fait, que j'ai beaucoup aimé faire, qu'on ne voit pas malheureusement, mais qui est un beau film, je crois. Parce que j'en ai fait des pas bien, hein. Mais celui-là est bien, qui est un film qui s'appelle La délivrance de Tolstoï, et c'est sur la fin de Tolstoï. J'avais trouvé des documents formidables, des documents qui avaient été tournés à la fin de la vie de Tolstoï sur Tolstoï lui-même. J'ai d'ailleurs, en général, un enthousiasme extraordinaire lorsque je suis dans ma salle de montage à retrouver des documents que les gens ne connaissent pas ou ont perdu. J'ai une documentaliste merveilleuse qui travaille avec moi, une monteuse aussi. Et donc là, chercher des images que les gens n'ont pas vues, mais c'est encore une approche littéraire. C'est comme si j'écrivais sur la peinture ou comme si j'écrivais sur le cinéma. Et donc, ça reste complètement lié. Alors, pour le Tolstoï, en l'occurrence, c'était les lettres que s'écrivaient les membres de la famille Tolstoï sur des images représentant la vie de Tolstoï et les lieux où Tolstoï avait vécu. Mais c'était moi encore. Et là, je sors d'une expérience très particulière, à vos souhaits. Et là, je sors d'une expérience très particulière. C'est que je viens de faire un film qui va passer sur la chaîne parlementaire, donc dans quelques semaines, le 24 février pour être exact, sur l'enfance de François Mitterrand. Parce qu'il y a eu beaucoup de films sur François Mitterrand, énormément de choses ont été dites, vues, et c'est toujours d'ailleurs très intéressant. Mais au fond, ça commence toujours à la guerre. Vichy, la résistance, etc. Et en fait, on ne connaît pas la période avant, la période de l'enfance. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il en parlait peu. Et par bribes, on arrive à reconstituer assez bien. Parce qu'il était certainement trop pudique pour en parler. Et puis parce qu'au fond, les historiens ou les journalistes vont à ce qu'ils pensent être l'essentiel, c'est-à-dire le François Mitterrand de l'avant-guerre, réputé d'extrême droite, ce qu'il n'était pas, et ensuite Vichy, la résistance, etc., dont je viens de parler. Et en fait, moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait dans sa vie un épisode essentiel qui était sa vie avec ses parents quand il était enfant, avec ses frères et sœurs à Jarnac, etc. Puis moi, j'étais très tenté aussi d'aborder cette question
parce que j'ai vécu toute mon enfance très proche de mes grands-parents maternels, que j'ai eu la chance d'avoir jusque très très tard, et je n'ai pas connu mes grands-parents paternels. Et pourtant, je suis fait d'eux aussi. Donc, j'ai absolument voulu me pencher sur cela, avec cette idée qu'en plus, c'était très difficile de trouver des documents parce qu'il n'y en avait pas, mais finalement, on en trouve quand même. Et puis, d'aller dans tous les lieux où il avait pu vivre son enfance. Et là, s'est posée une question qui était de dire, mais le texte, soit on va s'inspirer de ce qu'il a pu écrire, on va essayer d'être le plus exact possible, mais en même temps, ce sera mon texte, c'est moi qui vais l'écrire. Et puis, qui va le dire? Alors, il n'y a pas la voix de François, où il y a des moments où il parle de « mais non, c'est pas ça que je voulais faire ». Donc finalement, c'est moi qui ai écrit le texte et qui le dis. Ce qui crée une situation un peu troublante, puisque je ne suis pas François Mitterrand. Et en même temps, je crois qu'on est là au cœur de la démarche de l'écriture, qui consiste à s'emparer d'un monde qui n'est pas forcément le sien, mais à en faire le sien. C'est-à-dire à se projeter dans le monde de l'autre, pour dire comment on le ressent, ce qu'on en pense. Ce n'est pas du tout le trahir, ce n'est pas du tout le violer ou le voler. C'est beaucoup plus lui rendre hommage d'une certaine manière, en lui disant, en montrant à quel point il résonne en soi. Alors, il est possible que le désir de faire ce film sur l'enfance de François Mitterrand, qui est un film qui dure qui dure à peu près 1 heure, et d'ailleurs dans les producteurs, qui est la chaîne parlementaire, qui est une chaîne assez modeste pour laquelle il n'y avait pas beaucoup d'argent, ont été, semble-t-il, très contents. Il est possible que le désir de faire ce film provient aussi du fait que parmi tous les autres aléas de l'existence, il faut vivre, et puis moi j'aime bien vivre dans le monde dans lequel on est. Il se trouve donc que j'ai été ministre pendant 3 ans d'un gouvernement de droite. Donc le renégat en quelque sorte de la famille, celui qui passe de l'autre côté. Et ça peut s'expliquer par des tas de raisons. Et moi, je ne l'ai pas mal vécu parce que je ne me suis pas senti comme un renégat. Mais je pense que pour beaucoup de gens, ça a été vécu comme ça. Et quelquefois, pour beaucoup de gens, d'une manière pénible et désagréable. Et ce dont je suis désolé. Et je pense qu'il y avait aussi, de ma part, non pas le désir de récupérer une certaine estime de François Mitterrand qu'il aurait été bien incapable de me donner puisqu'il est mort il y a 20 ans, mais une manière de me prouver à moi-même que je n'avais pas changé, même dans le choix que j'avais pu faire pendant 3 ans. Et ou que tout ça faisait un assemblage qui n'allait pas dans le sens de la dissipation dont vous avez parlé en la sortissant d'un mot très gentil de Jean Cocteau. Mais peut-être qu'avant, j'aurais pas pu le faire, et peut-être que c'est parce qu'il y a eu cette expérience des 3 années au ministère que j'ai ressenti le besoin très fort peut-être de me recadrer, pas pour me disculper, parce que je n'ai pas de... Et d'ailleurs, dans Mes regrets sont des remords, l'expérience... mon éditeur m'a dit « Ah oui, alors tu vas expliquer enfin que tu regrettes d'avoir été ministre. » Non, non, je ne regrette pas, c'était comme ça. Je regrette quelques petits points précis, mais ça fait 3 pages dans le livre et ce n'est pas du tout l'essentiel. Mais s'il n'y a pas le désir de se disculper, il n'y a pas une culpabilité là-dessus. Mais il y a un désir de retrouver, peut-être, le chemin, de sortir du chemin de traverse et de retrouver le chemin général de ma vie. Frédéric Mitterrand,
D'abord, je précise que ce film sur François Mitterrand, vous l'avez dit, sera diffusé le 24 février sur la chaîne parlementaire, donc à nos agendas. En vous écoutant, parce que vous avez largement défriché ce qui fera notre entretien, je repensais à quelque chose, c'est le hasard, c'est que je viens de lire, ou de relire pour être précis, qui est le discours de remise de prix Nobel de littérature de Patrick Modiano. Ça fait 60 pages, ça a été édité chez Gallimard, c'est un texte absolument admirable. Et à un moment donné, Modiano me pardonnera, j'espère, de le citer si mal. Modiano dit « Je suis issu d'une génération où les enfants n'étaient pas habilités à parler, surtout à table. On passait beaucoup de temps à table. Et au fond, c'est peut-être pour pouvoir parler enfin et m'expliquer que j'ai écrit tous les livres. On sait les difficultés que Modiano a par ailleurs avec l'expression publique. Difficultés qui sont d'ailleurs un peu exagérées, justement, dès qu'il est en public, à la télévision, etc. Et en vous écoutant, je me disais, ça doit être quelque chose de cet ordre-là aussi, mais chez vous, d'abord par solidarité générationnelle, si j'ose dire. Alors, moi j'ai eu la chance de vivre avec des parents qui étaient, je crois, des gens très sympathiques. Mes parents étaient séparés. Ils ont divorcé quand j'avais 6 ans. Je vous interromps, ce qui est une situation qui était beaucoup moins commune qu'elle ne l'est devenue, j'imagine. Oui, et qui était aussi dans le contexte d'une bourgeoisie quand même assez affluente, qui était assez rare. Ils sont divorcés d'ailleurs sans... enfin, il y a eu des violences, mais dont je garde un souvenir précis, mais qui ont été assez brèves. Et ensuite, ils ont au contraire trouvé un modus vivendi qui était cité en exemple d'ailleurs. Parce qu'au fond, ils vivaient dans la même rue. Mon père passait très souvent chez ma mère. Ils entretenaient une relation. C'est pas l'amicale, c'était. Il y avait une tendresse, il y avait quelque chose qui était. Ils étaient très liés encore. Mais bon, ils se sont remariés, ma mère plusieurs fois, et ils étaient très attentifs aux enfants. Et en même temps, je pense que mon père n'a jamais supporté que sa femme le quitte. Et la présence des enfants, mes 2 frères qui étaient plus âgés et de moi qui étais plus petit, témoins de cet échec et de cette souffrance, lui était difficilement supportable. Comme c'était un homme de devoir, alors il s'est enfermé dans l'image du père sévère. Quant à ma mère, qui était une personne très très charmante, très très fêtée, très aimée, qui aimait ses enfants d'une manière animale, vraiment énormément, qui s'est mariée plusieurs fois qu'avec des hommes qui pouvaient accepter les enfants, autrement elle ne les aurait pas épousés, en même temps était quand même dans un tel désir de séduction qu'elle elle parlait, mais elle n'écoutait pas beaucoup. Et donc moi j'étais le 3e, mes frères étaient plus âgés, j'étais en plus élevé, éduqué, dressé par une gouvernante extrêmement brutale et au fond assez méchante. Et donc il est possible que dès l'enfance s'est créé un caractère très introverti, survivant, c'est-à-dire un enfant sage, gentil, travaillant bien, agréable. Et c'était un masque. Et c'était une prison. Et cet enfant éprouvait une certaine sécurité
dans cette situation-là, puisque c'était la situation qu'il s'était construite. Mais en même temps, cette sécurité était un enfermement, donc il ne pouvait pas parler. Et comme ça marchait très bien, il est possible que ce se soit cristallisé encore de plus en plus fort au moment de l'adolescence. Et que donc, voilà, jusqu'à ce que je parte à 20 ans, c'est un dire tard. Et que je prenne un peu d'autonomie. Autonomie que je n'ai pas réussi à prendre complètement d'ailleurs. C'est pour ça que dans beaucoup de domaines, je suis encore un peu peureux ou un faux peureux en même temps, parce que je n'hésite pas à aller vers des situations qui peuvent être même quelquefois dangereuses. Et je n'hésite pas non plus à en parler et à en faire quelque chose. Mais je pense qu'il y a eu... On est toujours de son enfance. Alors, vous parlez de la mélancolie. Je ne sais pas si c'est le mot. Et on dit aussi, vous qui êtes nostalgique. Moi, je ne suis pas nostalgique. Je ne pense pas que le passé était mieux. Dans aucun domaine d'ailleurs, même dans la vie active, civile, etc., je ne pense pas que c'était mieux avant. Je crois que... Et même jusque dans la société douloureuse, qui est la nôtre actuelle, qui est traversée par toutes sortes d'interrogations, de crises, d'angoisses, où les difficultés économiques et sociales d'ailleurs pèsent très très lourd. Je ne pense pas, je regrette qu'on ne se rende pas compte à quel point on a aussi progressé dans énormément de domaines. Et à quel point il y a des choses, quand on voyage, quand on va dans d'autres pays, on fait des comparaisons avec ce qu'est notre pays. On se dit qu'on a des chances fantastiques d'être dans ce pays, la France, malgré tout ce qui ne va pas. Tout ça pour dire que je ne suis pas nostalgique. Je ne pense pas que le passé était mieux avant. Et je pense que le présent, avec tout ce qu'il porte d'inquiétude, est intéressant à vivre. Mais en même temps, alors je pense que c'est une catastrophe si on ne connaît pas notre passé. Si on ne connaît pas le passé de notre pays, si on ne connaît pas le passé de notre société, si on ne connaît pas le passé de nos paysages, si on ne connaît pas le passé de notre géographie, si on ne connaît pas tout cela. Et si on ne connaît pas son propre passé. Parce qu'on ne peut rien construire si on vit sur l'amnésie. Donc, c'est pour ça que le passé, et notamment lorsque je parle dans le contexte un peu de ce dont on a parlé tout à l'heure, ou de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, forcément, mon passé revient, est très très présent, puisque c'est à partir de mon passé que j'essaye de construire mon présent et de le rendre, si possible, acceptable pour moi-même et pour les autres. Et voilà, donc il n'y a pas de nostalgie. Alors la mélancolie, oui, bien sûr, puisque quand on évoque le passé, il se trouve que le passé est fait aussi de beaucoup d'occasions manquées, de fautes, d'erreurs, de choses qu'on n'a pas bien faites, et aussi de pertes, de gens qu'on a aimés et qui ne sont plus là, et à qui on n'a pas fait souvent sentir assez à quel point on les aimait. Et forcément, le passé est fait de cela aussi. Il y a forcément une mélancolie, puisqu'on regrette, au fond, de ne pas avoir trouvé les mots ou les choses qu'on voulait dire. Et donc, le dernier livre est évidemment construit là-dessus.
Et avec ce titre un peu bizarre, mes regrets sont des remords, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on regrette, mais sans remords. On regrette des promenades sur la plage avec une personne qu'on aime, on regrette des milliers de choses, mais qui n'ont pas entraîné sur lesquelles on n'a pas eu de prise négative, en tout cas, ou sur lesquelles on n'a pas de remords. Mais en même temps, beaucoup de gens me disent, mais oh là là, vous êtes totalement masochiste, voilà, pourquoi? Il y a deux sortes de jugements. Il y a d'abord les gens qui me disent, ah mais on ne savait pas que vous étiez un aussi sale type. Alors là, on essaye de dire, mais non, vous savez, je ne suis pas... Mais évidemment, quand il y a le livre, bon. Et puis, il y a d'autres gens qui vous disent, mais pourquoi vous êtes tellement masochiste? Je ne suis pas du tout masochiste. Il n'y a pas de... L'idée du remords, par exemple, le remords n'est pas une chose négative. Quand on éprouve un remords vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation, ça veut dire qu'on sait qu'au fond, on aurait pu l'éviter. C'est-à-dire qu'on sait qu'au fond, on n'est pas fait pour cette mauvaise action-là. Et donc, au fond, il y a dans le remords, il y a l'expression d'une certaine confiance en soi-même. Pas une confiance orgueilleuse, pas une confiance autoritaire, pas une confiance qui exclut. Non, une confiance dans ce qu'on est. Au fond, j'ai le remords d'avoir fait ça parce qu'au fond, ça ne me correspond pas et c'est pas bien. Mais ça veut dire aussi qu'il y aurait plein d'autres occasions semblables où je n'aurais pas fait cette chose que je me reproche d'avoir faite. Et donc, au fond, mais c'est pas intéressant de raconter les choses bien qu'on a faites. C'est pas... alors là, vraiment, là, pour le coup, c'est du narcissisme. Mais essayer de s'interroger sur telle ou telle faute qu'on en a commise, ou tel comportement que l'on a eu et qu'on n'aurait pas dû avoir, ou tel ou tel comportement qu'on aurait dû avoir et qu'on n'a pas eu, ça veut dire qu'on croit en fait en la vie, en soi-même, et le message n'est pas négatif. Et d'ailleurs, ce qui me frappe aussi, c'est que certaines des personnes qui achètent le livre en disant « Oh là là, ça va être un livre très triste, mais enfin quand même, bon », et puis qui hésitent, et puis finalement qui l'achètent, ou qui le prennent, ou qui se le font prêter, etc. Après avoir lu le livre, j'ai reçu des lettres qui étaient très très émouvantes, de gens me disant « Mais finalement, ce n'est pas un livre triste, c'est un livre où on se sent mieux. » Parce qu'au fond, on revit des tas de situations qu'on a connues. Et donc, à partir de ce moment-là, les reproches sur le narcissisme ou sur le masochisme tombent, n'ont plus de sens. Il naît de quoi, ce livre? Il naît de l'âge. Oui, il naît de l'âge. C'est-à-dire, il naît du fait que je ne crois pas que ce soit un livre qu'on puisse écrire vraiment à 40 ans. C'est un livre qu'on écrit quand on en a 20 de plus, ou presque 30 de plus. 30 de plus. Parce qu'il y a d'abord des gens qui ont disparu et qui vous manquent. Moi, ma mère est morte il y a 2 ans, mon père est mort il y a 10 ans. Il me manque. Et l'expérience du manque avec les parents qui ne sont plus là, avec les amis qu'on a pu aimer, etc., qui ne sont plus là. Cette expérience, elle sédimente avec le temps et avec l'âge. Et loin de s'effacer, le souvenir des gens qu'on a aimés se renforce avec le temps. Il vient de l'âge aussi parce que en étant toujours actif, comme j'essaye de l'être et comme je le revendique aussi. Je revendique d'être dans cette démarche artistique,
mais d'être dans la vie aussi. C'est pour ça que quand on m'a proposé des fonctions, je les ai prises, parce que j'avais le sentiment que je serais dans la vie et que je pourrais en faire quelque chose, construire quelque chose. On ne construit que le centième de ce qu'on voudrait, mais quand même, on fait quelque chose. Eh bien, le fait que le temps passe fait que on vous propose quelquefois des décisions à prendre, où on a des décisions pour sa vie, où on a des décisions, et elles me parviennent aujourd'hui, ces circonstances où l'on doit prendre des décisions, chargées de bagages. C'est-à-dire que chaque fois, ce sont des circonstances qui m'en rappellent beaucoup d'autres. Et comme j'essaye de les prendre sagement, eh bien toutes les autres qui n'ont pas été sages me reviennent à l'esprit. Et de ça aussi, j'essaie de faire quelque chose. Alors, on vient de parler de regrets. On ne regrette jamais que ceux CE et CEX qu'on a aimés. Et je trouve qu'on ne le dit pas assez vous concernant. Si vous regrettez tant, c'est parce que vous avez aimé beaucoup. Je pense à vos activités, on revient à l'histoire de la dissipation. Moi, j'ai l'impression qu'un temps au moins, et je pense toujours, vous avez beaucoup aimé faire de la télévision, vous avez beaucoup aimé faire du cinéma, vous avez beaucoup aimé, et oui, vous aimez beaucoup écrire des livres. Et je dirais même que vous avez beaucoup aimé, si j'ai bien lu le journal que vous en avez tenu, que j'aime même infiniment, La Récréation. D'une certaine façon, vous avez beaucoup aimé être ministre, au moins dans ce que ça vous a permis d'arpenter le pays des clochers, des maisons sages que vous évoquiez rapidement tout à l'heure, par exemple. J'ai pas aimé la politique. La politique. Non, mais je réponds là, justement. J'ai pas aimé la politique. Je l'ai prise pour un mal nécessaire qu'il fallait respecter, sans essayer de trop se compromettre dans des choses qu'on n'aime pas, mais qu'il fallait respecter, c'était des règles. Voilà, c'est comme être acteur, il y a des choses qu'il faut faire, c'est comme la vie sociale. On me dit quelquefois que je suis mondain, etc. Je ne suis pas du tout mondain, mais il m'arrive quelquefois d'aller dans tel ou tel milieu qui sont assez éloignés du mien. Ben à ce moment-là, je sais pas, il y a un dress code, enfin je respecte les règles. Autrement, j'y vais pas, je suis pas obligé d'y aller, personne ne m'oblige. Donc là, il fallait respecter un certain nombre de règles ou de fonctionnements. Mais au fond, ce qui m'intéressait, c'est là où je viens vers votre question, ce qui m'intéressait, c'était l'opportunité fantastique de rencontrer des gens, de rencontrer des situations qui toutes m'apprenaient énormément de choses, me montraient énormément de choses. Et ça, oui, j'ai aimé le faire. Et j'avais, dès le début, l'idée que j'en ferais un récit. Et je gardais très scrupuleusement les petites feuilles jaunes qu'on me donnait tous les jours, où il y avait mon emploi du temps. Et un emploi du temps que je connaissais, en gros. Mais enfin, il y avait un certain nombre de choses qui avaient été rajoutées au dernier moment, etc. Et j'ai gardé toutes ces feuilles jaunes. Et j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire. Et donc, quand j'ai écrit La Récréation, je me suis reporté à toutes mes feuilles jaunes, 6 mois plus tard. Mais au fond, dès le début, je voulais écrire ce qui allait se passer. Et je pense que j'ai toujours ça. Je suis toujours dédoublé. C'est-à-dire qu'on revient à l'enfant et son masque. J'ai toujours été dédoublé. Il y a toujours quelqu'un qui a regardé Frédéric et qui était moi. Et donc là aussi, je me regardais. Alors, c'est un avantage aussi, c'est que j'ai eu des périodes très difficiles quand j'avais mes salles de cinéma, etc. Et j'ai eu des problèmes avec les impôts, etc. Et donc,
me retrouvais en face de gens qui étaient quelquefois très très peu aimables. Et au fond, je traversais tout ça parce que il y avait celui qui se faisait engueuler, puis il y avait celui qui regardait celui qui se fait engueuler. Et celui qui regardait celui qui se fait engueuler, il a plutôt tendance quelquefois à rigoler, c'était affreux. Et donc, mais ça m'a protégé aussi. Et donc la récréation, ça raconte ça. Il y a quelqu'un qui regardait ce que j'étais en train d'essayer de faire. Et en même temps, je voulais rendre hommage quand même, ou rendre... rendre compte en tout cas, témoigner de cette chance extraordinaire que j'avais de pouvoir rencontrer tant de gens et quelquefois de leur être utile. Beaucoup moins que je n'aurais pu l'espérer, mais quand même un peu. Et de montrer aussi tout ce travail que ça représente. Moi, je fais pas partie de l'école, tous ces politiciens, tous pourris, etc. Non. Il y en a, puis il y en a d'autres qui sont... J'ai rencontré, à la droite comme à gauche, des gens qui étaient très dévoués à leur travail et qui éprouvaient certainement une satisfaction narcissique ou vaniteuse à être au centre de l'attention, bien sûr, mais c'était faible récompense pour tant d'exemples de dévouement que j'ai pu voir. Donc je voulais rendre hommage aussi à ça, à ce que représente ce travail. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire la récréation ensuite et à raconter tout ça. Et alors vous dites, ça me fait plaisir, vous dites aussi que il y a quelquefois des moments un peu comiques ou d'humour dans mes livres. Et voilà, je suis toujours sensible, moi, à ce qu'il y a de... Oui, voilà, il faut rien n'est vraiment grave, sauf la mort des gens. Et donc, on peut se retrouver quelquefois dans des situations invraisemblables. Mais c'est vrai que et en retirer le comique. Mais c'est vrai que dans Mes regrets sont des remords, ce qui est amusant, c'est plutôt ce qui a trait au lycée, à la période de l'adolescence, etc. Mais autrement, le livre est quand même à une coloration plutôt mélancolique, voilà. Un peu endeuillé par définition. Je reviens quand même, si vous le permettez. Vous avez aimé, ou c'est moi qui vous y force, vous avez aimé faire de la télévision? Vous avez aimé Oui, j'ai aimé, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était sans doute, il y avait un... Vous savez, une chose très très étrange, c'est que après avoir fait Lettre d'amour en Somalie, j'étais extrêmement déprimé. J'étais confronté à une situation amoureuse que je n'arrivais absolument pas à régler. Cette situation amoureuse avait réveillé toutes sortes de deuils qui n'étaient pas surmontés, de l'enfance et de l'adolescence. J'avais déjà 30 ans pourtant. Et donc j'ai commencé une psychanalyse. Quoi que dise M. Michel Onfray, qui est par ailleurs un homme intéressant, la psychanalyse est une discipline remarquable. Et même si Sigmund Freud s'est trompé sur un certain nombre de choses, il a trouvé des choses auxquelles on n'avait pas réfléchi jusqu'alors. Et donc cette expérience de la psychanalyse a été très très forte pour moi et m'a énormément aidé. Alors, il y a des charlatans dans le monde de la psychanalyse. Moi, j'étais avec un psychanalyste freudien, enfin quelqu'un de très classique. C'était un médecin d'ailleurs, au départ. Et immédiatement, c'était le grand ticket, c'est-à-dire divan comme ici, mais enfin pas tout à fait pareil, et 3 fois par semaine. Et j'ai jamais manqué une leçon, etc. Enfin, oui, une leçon, on pourrait dire. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Et en fait, une psychanalyse, ça dure beaucoup plus longtemps, ça dure 5-6 ans.
J'ai fait ça pendant 2 ans et je me suis arrêté au moment qui est connu dans le mécanisme de la psychanalyse, c'est le moment où il y a un transfert, c'est-à-dire où le patient entretient tout d'un coup une relation vraiment passionnée avec la personne qui travaille avec lui, parce que c'est un travail. Et cette relation passionnée se traduit par un excès d'amour et un excès de violence et de la haine, enfin une passion. Et je me suis arrêté là parce que d'abord, j'avais fait grâce à lui le premier travail qui consiste à comprendre pourquoi on se retrouve dans des situations de désespoir intense et qui ne résout rien. Ça ne résout pas les problèmes. Ça permet simplement, au lieu de les avoir derrière soi comme des choses indéchiffrables, de les avoir devant soi comme quelque chose qu'on regarde. Et donc on peut trier. Et ça permet d'échapper à une fatalité du désespoir, puisqu'on sait qu'à partir du moment où ça correspond à un certain nombre de questions, que les questions vont se résoudre avec la vie, ou se résoudront pas, mais qu'en tout cas, elles ne sont plus subies. Elles peuvent être envisagées. Et à partir de ce moment-là, il y a une issue au désespoir. Et donc, il y avait ça. J'avais fait ce travail. J'avais ce professeur avec qui je me rendais compte à avoir des sentiments passionnés. Je commençais à l'insulter. Enfin. Et au même moment, j'ai fait la télévision. J'ai commencé la télévision. Et curieusement, comme en plus je me suis retrouvé immédiatement dans des émissions en direct, alors que je n'avais aucune expérience. Aucune. Et donc il fallait que je m'en sorte. En plus, tout le monde ricanait, le neveu et tout ça. Enfin. Donc il fallait vraiment que je m'en sorte. Donc la télévision a remplacé la psychanalyse. Parce que tout d'un coup, il fallait que je m'en sorte. Et tout d'un coup, j'avais aussi l'occasion, non plus de parler ou d'être vu par quelqu'un à qui je parlais, mais que je ne voyais pas d'ailleurs, parce qu'il était derrière moi, mais en fait, de résoudre un des problèmes de la petite enfance, celui dont on a parlé tout à l'heure, qui était celui d'être vu et écouté. Et donc, j'ai plus besoin de la psychanalyse. Et j'ai d'autant plus aimé faire de la télévision, qui m'a énormément aidé sur ce plan-là. Mais c'est le propre aussi de tout ce qui est une démarche artistique. Alors évidemment, bon, télévision, j'ai fait des choses épouvantables. À la télévision, j'ai fait des émissions enfin, pas épouvantables d'ailleurs, mais c'était amusant même. Enfin, des émissions qui étaient quand même assez éloignées des variétés, des choses. Variété, c'est bien même, mais. Enfin, juste pour l'anecdote, si vous m'y autorisez, juste pour l'anecdote, on en parlait tout à l'heure, hein, on était à Bordeaux, puisque vous revenez ici à Bordeaux. Cette émission dont j'ai oublié le titre d'ailleurs, qui était Bonsoir de Bordeaux. Oui. Je sortais déguisé en tutu d'un tonneau. Voilà, vous imaginez ? En public, en direct, en criant. C'était dans les années 92, 13. En criant bonsoir. Voilà. Imaginez. Je me souviens que ça n'était pas passé inaperçu à Bordeaux. Non, c'était pas passé inaperçu, mais même nulle part. Ma mère a mis à peu près 15 jours à s'en remettre. Et donc c'était. Jacques Chaban-Delmas un peu plus. Jacques Chaban-Delmas, il n'a rien compris de ce qui se passait ce soir-là. Il s'est demandé jusqu'au bout pourquoi il s'était laissé entraîner dans cette aventure. Bon, mais c'était amusant en même temps aussi. Vous étiez sur les marches du Grand Théâtre. Hein, je sais pas si oui, non, j'ai tout fait. J'ai descendu les marches du Grand Théâtre sur des échasses. Enfin. Non, mais c'était bien, cette émission, j'aimerais bien la revoir. La folie, c'était de l'avoir fait en direct, parce que si on l'avait enregistré, on aurait fait une émission quand même mieux. Mais enfin bon. Mais disons que... Pardon. Puis il y avait quand même l'insouciance de la jeunesse aussi, parce que là, on est un peu lourd, là je parle. C'est comme si j'arrivais avec une masse de malheur, mais non.
il y a aussi l'insouciance de la jeunesse qui fait que on ne peut pas écrire mes regrets sont des remords à 30 ans ou à 40 ans. Parce qu'il y a toujours... Parce que quand on est jeune, il y a toujours l'impression que l'aventure est au coin de la rue, que il va se passer quelque chose. On ne sait pas qu'il va se passer quelque chose. Est-ce que c'est parce plus que tard. est-ce que c'est parce que vous étiez jeune, ou est-ce que c'est parce que dans ces années-là, les années 60-70 surtout, que vous évoquez, notamment autour de votre aventure avec ces salles de cinéma dont vous étiez le propriétaire, qui s'appelait l'Olympique, si je ne dis pas de sottises, il y avait quelque chose de particulier dans ces années-là, un air libertaire qui aurait disparu, ou pas du tout? Vous pensez que c'était juste que vous aviez 20 ans, 25 ans, 30 ans? Moi, j'ai jamais été très à l'aise avec l'air libertaire. C'est un côté comme ça bourgeois qui fait que je crois que j'ai un point commun avec François Mitterrand. C'est une question sur laquelle je m'interroge assez souvent. C'est que je n'appartiens à aucune... Comme il était lui-même, je n'arrive pas à faire partie d'un groupe. C'est fascinant. Dans l'enfance de François Mitterrand, il est toujours un petit peu à l'écart. Quand vous le voyez dans sa vie politique, c'est un homme de rassemblement, les meetings, enfin voilà, c'est le président, hein, et en même temps toujours un peu ailleurs. Vous regardez les photos de François Mitterrand pendant ses voyages officiels. Quand il est en avion, il est toujours à part avec un livre. Quand vous lisez le livre de Hubert Védrine, qui est si intéressant, qui s'appelle Les mondes de François Mitterrand, vous découvrez des choses invraisemblables. Des réunions très très importantes avec Reagan, avec le premier, Margaret Thatcher, et où tout le monde est en train de s'écharper sur des problèmes très compliqués de commerce international, où il y a des Sherpas partout. Enfin bref, la politique dans son sens le plus rude et le plus lourd. On cherche François Mitterrand, on ne le trouve pas, on ne sait pas où il est. Et en fait, il est allé se promener en forêt pendant une demi-heure avant la réunion. Et ce qui était incroyable, alors que les autres sont en train d'être soumis à toutes sortes d'examens de la part de leurs conseillers, travailler sur leur dossier. Et il arrive et il renverse la table. Alors, je ne me compare pas du tout à cette fantastique capacité de liberté intellectuelle qui était la sienne, que j'admire, quel que soit le jugement que l'on peut porter sur sa politique, et je conçois très bien que les jugements soient très négatifs ou positifs, c'est pas de ça dont je parle. Mais cette liberté intellectuelle, je l'ai toujours admirée, toujours. Parce que moi, j'ai vécu quand même très marqué par la présence de François Mitterrand. C'était le grand amour de mon père, donc il en parlait très souvent, constamment même. Mais c'était la statue du commandeur dans la famille. Et puis il y a eu toutes les périodes difficiles, l'affaire de l'Observatoire, toutes ces choses-là. Donc nous, on vivait le suspense, le film en première loge. J'ai toujours admiré cette liberté-là. Et à mon petit niveau, hein, je ne me compare pas, mais un peu quand même, j'ai cette liberté qui fait que je ne me sens jamais bien quand je suis dans un groupe. Je ne me sens jamais bien dans... Je me sens très bien dans la camaraderie ordinaire, c'est-à-dire un match de foot, un concert, les copains, etc. J'aime ça, la vie sociale comme ça. Mais faire partie d'un groupe, comme par exemple les groupes militants homosexuels, par exemple, j'y suis jamais arrivé. Je peux approuver, je peux me battre très fort pour que les revendications des uns et des autres soient acceptées, mais je ne peux pas faire partie de leur groupe. J'ai toujours peur d'aliéner peut-être une partie de ma liberté, ce qui est un peu égoïste comme démarche, ou j'ai toujours peur qu'une part de la vérité échappe au groupe. Et d'ailleurs, je crois qu'un des mots de la société française aujourd'hui dont on parle, puisqu'il y a quand même des mots malgré le refus de la nostalgie, c'est que
chaque groupe a revendiqué tellement fort son identité, à juste titre, mais en oubliant l'appartenance collective. Or, nous sommes dans une société collective, où chaque groupe doit être reconnu, mais où chaque groupe doit aussi faire l'effort de considérer qu'il appartient à la collectivité. Et moi, j'ai toujours eu peur de perdre cette capacité de liberté qui fait que j'appartiens à la collectivité. Quand François Mitterrand, il y a quand même cet événement que je trouve extraordinaire, le jour de la passation de pouvoir à Jacques Chirac, c'est une anecdote que l'on raconte assez souvent, mais moi qui me frappe, dont je voudrais presque faire une pièce de théâtre. Quelques jours avant, plutôt, il appelle Jean d'Ormesson, qui était son adversaire, qui avait toujours attaqué François Mitterrand très très fortement dans le Figaro, etc. Il appelle Jean d'Ormesson et lui dit « Je voudrais prendre le petit déjeuner avec vous ». Et Jean d'Ormesson, flatté, content, dit « Oui, monsieur le président, quand ?» Ben, mercredi. Ah, très bien, mercredi. Puis Jean d'Ormesson rappelle 2 jours après, il dit « Mais mercredi, c'est le jour où vous passez c'est le jour où vous quittez le pouvoir. Jacques Chirac sera président de la République à midi. Comment est-ce possible ? Non, non, ce n'est pas un problème. Vous venez à 9h. » Et donc la dernière personne que François Mitterrand rencontre, après 14 ans de mandat, après une carrière politique invraisemblablement riche, c'est son adversaire. Et sur le terrain qu'il aurait à l'un et l'autre le plus cher, qui est la littérature. Et là, il passe 1 heure à parler de littérature. Et Jean d'Ormesson parle de ses préférences littéraires, et notamment d'Aragon, écrivain communiste, poète immense et en même temps extraordinairement compromis avec l'idéologie communiste et dans ce qu'elle avait de plus stalinien, en plus pendant de longues années. Et François Mitterrand lui parle, lui, de François Mauriac et de Jacques Chardon, écrivain réputé, en ce qui concerne Mauriac, il était gaulliste, et Jacques Chardon de droite, mais la droite dure. Et moi, j'adore ça. C'est-à-dire, je trouve que c'est magnifique. Parce que l'adieu au pouvoir se fait, pour quelqu'un qui a tellement aimé le pouvoir et l'ambition, se fait à travers la culture, à travers l'échange avec un adversaire, et à travers l'affirmation que, au-delà de tout ce qui a pu être vécu et qui était tellement intense, je parle tout à l'heure des rencontres avec Reagan, par exemple, eh bien, au fond, ce qu'a dit le Titien en mourant, animula vagula blandila, une petite âme pure et légère. Au fond, qu'est-ce qui reste ? La petite âme pure et légère qu'est la culture. Et ça, moi, je trouve ça magnifique. C'est ce qui m'émeut, c'est ce qui me fait bouger. Et c'est ça qui a assuré cette liberté de François Mitterrand, qui se référait toujours à quelque chose qui n'était pas forcément ce qu'il lisait dans le regard de ses camarades ou des groupes auxquels il participait. Alors quand j'avais 20 ans, 30 ans, 40 ans, je n'avais pas du tout encore, je n'allais pas dire théorisé, mais je n'avais pas vraiment réfléchi à tout cela. Avec le temps, avec l'âge, puisqu'on parle de l'âge, ce sont des choses auxquelles je réfléchis plus, d'où le livre. Alors, on ne le dit pas beaucoup non plus, je trouve que c'est votre motif caché dans le tapis. Mais je disais tout à l'heure, vous avez aimé la télévision, vous avez aimé faire des films. Vous voulez me parler de Bernard Tapie? Je n'ai pas compris. Non, c'est une expression je peux vous parler de Bernard qui relève Tapie, plutôt d'Henry James que de Bernard Tapie, mais on parle de ce que vous voulez. Bernard Tapie, j'aurais un peu de mal quand même. Vous savez que d'autres ont eu moins de prévention. Dans toutes les bêtises qu'il m'est arrivé de faire, il y a une période où je me suis dit que Bernard Tapie, radical de gauche, ça va être formidable.
Donc j'y suis allé. J'allais à une réunion. Et alors, donc, c'était le matin. Je suis arrivé le matin. Et puis, à cette époque-là, je faisais beaucoup de télévision, donc j'étais un peu plus connu. Et il y a des gens de FR3 qui me disent, ou de France 2, alors, j'ai dit Bernard Tapie, formidable. Voilà. Et puis, l'après-midi, je le rencontre. Et à 5 heures de l'après-midi, je déchire ma carte et je m'en vais en courant. Bon. Mais le truc de la télévision est passé pendant 20 ans après. Comme quoi, on vous colle des trucs quand on a fait des erreurs. Alors, enfin, donc, ça, j'en parle pas parce que ça n'a aucun intérêt. Ça ne fait pas partie de vos regrets. C'était le passage Tapie, voilà. En passage, il y en a eu des plus longs que celui-là. Et plus importants, surtout. Oui, ce qu'on dit jamais de vous, c'est que vous aimez beaucoup travailler. Moi, je trouve que vous êtes un gros travailleur. Et c'est pas toujours synchrone avec l'image publique que vous laissez diffuser de vous. Non, je travaille. Quand on s'est rencontrés la dernière fois à Paris, j'ai appris que vous veniez de faire, alors que je pensais que c'était une période relativement calme pour vous, en 1 an, 4 films, si je dis pas de sottises. Vous avez écrit ce livre qui n'est pas un petit livre à tout point de vue. C'est-à-dire, j'ai fait un truc qui était qui est bien, je crois, mais qui m'a rendu qui était très dur à faire. Je fais la biographie de Christian Dior. En film, hein. En film. Et en fait, c'est un gros film, c'est 2 fois 1 heure et demie. Et je me suis beaucoup intéressé à Christian Dior, alors que je ne m'intéresse pas vraiment au monde de la couture et de la mode. Mais parce que c'était un homme très, très extraordinaire. Et ne serait-ce que parce qu'il y avait une différence considérable entre son apparence physique. Il avait l'air d'un petit employé, comme ça, modeste. Et le génie qu'il habitait, qui fait qu'il a révolutionné la mode et réintroduit la France dans un domaine qu'elle avait perdu à cause de la guerre. Et il y a en lui une démarche gaulienne, en quelque sorte. C'était la France. Reconstruire la France. Alors reconstruire la France dans un domaine bien particulier, mais où il a excédé. Vous savez que en 1949 ou 48, la moitié du montant des bénéfices des exportations en France était fait par la Maison Dior. Complètement extraordinaire. Un homme qui n'avait aucune expérience des affaires en plus, mais par son génie propre. Donc j'ai fait quelque chose comme ça pendant... Et j'ai mis 2 ans à faire ce film, parce que c'était très difficile. Là, il fallait retrouver des documents, et puis il fallait trouver le ton juste, surtout, parce que la vie de Dior a des zones d'ombre très, 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 très rudes. Et je voulais pouvoir à la fois les évoquer, et en même temps ne pas entraîner... parce que quelquefois, c'est ce qu'on m'a beaucoup reproché aussi, notamment... avec le livre que j'aime beaucoup, qui est La mauvaise vie, c'est qu'il y a des passages qui sont durs, qui sont rudes, qui sont scandaleux. Et ça recouvre tout le reste. Alors qu'en vérité, ce que ça raconte, c'est que je crois, dans toute vie humaine, il y a des moments particulièrement rudes, quelquefois scandaleux, et que ce qui est important, c'est de savoir comment on les surmonte, comment on en fait quelque chose qui ne le sera plus, comment on arrive malgré tout à ne pas perdre son humanité. Enfin, c'est ça que j'essayais de raconter. Mais quand vous racontez des choses comme ça, ça recouvre tout le reste, et il faut trouver le bon équilibre. Et donc Dior, c'était compliqué, parce qu'il y avait beaucoup de choses comme ça dans sa vie que les gens ne savent pas, et qui pourtant étaient très importantes, et qui ont expliqué aussi que sa vie fut une espèce de course de vitesse contre la mort. Il a travaillé pendant 10 ans et il est mort, et il a travaillé comme un fou. Et puis donc il y a eu cette chose que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire, qui était les conversations avec Giscard d'Estaing. 2 conversations d'1 heure et demie où... Alors, c'était amusant parce que le nom de Mitterrand donnait de l'urticaire à Giscard d'Estaing, évidemment. Et du coup, je suis devenu son bon diable.
Et comme en même temps c'est un homme extraordinairement intelligent et intéressant, les conversations se sont très bien passées, c'était très bien. Ça, c'était sur la chaîne parlementaire. Et puis après avoir fait le film sur Dior, j'étais quand même très fatigué. Hein. Et puis il y avait le livre, j'écrivais le livre pendant la nuit. J'ai fait une chose qui va passer sur Arte, sur l'Albanie, parce que j'ai des amis albanais, je connais bien l'Albanie, etc., qui sera très joli, je crois qu'il y a une sorte de conte de fées comme ça. Un conte de fées en Albanie, il faut le faire, mais quand même, on peut y arriver. On peut y arriver, si. Vous verrez, c'est joli même, je crois. Et puis après, donc le film sur François Mitterrand. Donc effectivement, je travaille beaucoup, mais je travaille tout le temps. De toute façon, je m'ennuie quand je ne travaille pas. Et je crois qu'il y a aussi... oui, il y a le désir de construire des choses. C'est une chance folle. J'ai une chance folle. Je ne suis pas retrouvé, j'ai jamais été obligé de travailler de mes mains. J'ai jamais été confronté à une grande entreprise avec des petits chefs qui me martyriseraient. J'ai eu d'autres difficultés, bien sûr que j'en ai eu, mais je n'ai pas eu. J'ai eu toujours là, au prix de beaucoup de peine, mais j'ai quand même pu toujours faire à peu près ce que je voulais. C'est une chance inouïe. Alors, que serais-je si je me servais de cette chance pour partir en vacances? Non. Je dois en faire quelque chose. Et donc, voilà, je travaille tout le temps. Et ça me convient très bien. Alors au commencement de notre entretien, qui touche doucement, qui aborde doucement au rivage de sa fin. Déjà oui, on aurait eu... Mais vous disiez tout à l'heure que sur un divan, vous reveniez 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, je ne sais pas si ça sera possible, monsieur le maire, mais vous êtes le bienvenu pour qu'on poursuive cette conversation. C'était il y a longtemps, ça. C'était en 1981. C'est pour ça, ça sera un petit peu moins cette fois-ci, mais vous reviendrez tout de même. Oui, vous disiez... en introduction que vous aviez quelques préventions à reconnaître que vous étiez pleinement dans le champ de la littérature. Pardon, je vous cite improprement, etc. Moi, ça, c'est ma responsabilité critique. Je trouve que vous êtes un écrivain essentiel de ce temps. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est comme votre oncle qui lisait partout, tout le temps, qui disait qu'il se faisait devoir de lire au moins, j'espère que la citation n'est pas apocryphe, 50 pages par jour, et parfois beaucoup plus, bien sûr. Que lisez-vous? Que lisiez-vous? Comment la littérature est rentrée dans votre vie? Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? J'ai des failles immenses. Je connais mal la littérature américaine. Je n'ai pas d'esprit de suite. En plus, il y a tellement de publications intéressantes tout le temps que... Voilà, la semaine dernière, j'ai acheté une compilation des écrits d'un écrivain que j'adore, qui est Joseph Roth, écrivain autrichien. C'est lui qui a écrit ce livre qui a été adapté pour la télévision, d'ailleurs assez bien. C'était La Marche de Radetzky. Et qui est un de ces écrivains, c'est lui qui avait écrit ah non, c'est pas lui. Ça, c'était Robert Musil, Les Désarrois de Lefterless. Enfin, qui fait partie de ce groupe d'écrivains autrichiens qui ne se sont jamais remis de la disparition de l'Europe centrale, enfin de l'Empire des Habsbourg, et qui ont donné de ce monde d'hier, comme l'a défini une fois tellement justement Stefan Zweig, qui ont donné une image comme ça, alors là pour le coup très nostalgique et très déchirante. Alors par exemple, j'ai acheté le livre, les écrits de Joseph Roth comme journaliste dans les années 20. Alors il se réfère à des choses qu'on a complètement oubliées, comme le plébiscite de la Silésie, etc. Alors ça, je lis ça parce que ça m'intéresse.
Et puis, je suis en train de lire aussi une biographie de Beethoven par Romain Roland, qui est un peu poussiéreuse, mais qui est quand même très intéressante, que j'ai trouvée quand je suis allé voir l'exposition. Voilà. Et puis là, je viens de lire le livre de Elisabeth Badinter sur Marie-Thérèse d'Autriche, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et puis, je commence aussi à lire le livre qui a eu le prix Goncourt il y a 2 ans, Boussole, parce que d'abord, le personnage m'intéresse beaucoup. Sénard. Comment ? Je cite l'auteur, simplement Mathias Sénard. Oui, parce que d'abord, l'auteur m'a l'air très, très intéressant d'après ce que j'ai lu. Je crois que le livre est très bien. Et aussi, je dois dire que je le lis actuellement parce qu'en vérité, il y a un livre que je veux absolument écrire et qui sera où justement il y aura où il faudra quand même que je trouve une technique romanesque que je n'ai pas, mais que je peux être maintenant en âge d'acquérir. Et je crois que le livre sur ce plan-là est une réussite. Et alors donc ce livre que je voudrais écrire, c'est un livre, au fond, pour lequel ce n'est pas vraiment de titre, les histoires, en quelque sorte. Et donc, dans le thème, ce serait toujours le même, puisque au fond, on est de son pays, on est de son terroir, on est de sa famille. Et quelquefois, beaucoup d'écrivains parlent de choses qui sont très, très éloignées. Et en fait, quand on les analyse, on s'aperçoit qu'ils ne parlent encore que d'eux-mêmes et de ce qui les entoure. Et là, donc, en quelque sorte, je voudrais raconter l'histoire de ma famille maternelle et l'histoire de la famille Mitterrand et de leur rencontre, et du fait que ces 2 familles, que tout séparées, pas vraiment d'ailleurs, se sont liées. Et pourquoi ? Parce que ma famille maternelle était stupide. Je l'aimais. Stupide, pourquoi ? Parce qu'ils ont eu des engagements politiques détestables. L'un de mes oncles était Eugène Deloncle, le fondateur de la Cagoule, les fascistes français des années 30, antisémite, méchant. Et je n'ai pas connu Eugène Deloncle, mais j'ai connu tous les autres, tous ceux qui étaient autour. Et il y en a que j'ai aimés. Il y en a qui, dans leur vie privée, étaient gentils avec moi, doux, aimants. Et je m'interroge toujours sur ça aussi. Et par ailleurs, il y avait l'autre côté, donc. Et il y a un personnage central dans cette rencontre, qui est ma grand-mère maternelle, qui était une femme absolument merveilleuse, bonne. Et donc, moi, je suis... Voilà, vous me demandez ce que j'ai pu lire. Moi, j'ai beaucoup lu les livres de Dostoïevski, Le Prince notamment, L'Idiot. Et j'ai toujours été... en admiration devant ma grand-mère qui vivait au milieu de gens que je ne pouvais pas estimer, pour qui il m'arrivait d'avoir des moments d'amour, et elle était intègre. Mais elle était loyale. C'était son mari, mais elle était intègre. Et je m'interroge sur ça, sur la capacité de... C'est l'idée des justes aussi. Et c'est l'idée des... Je suis toujours frappé quand on lit cette description effrayante des gens qu'on emporte vers les camps de la mort, qui jettent des petits papiers sur leur chemin. Et des petits papiers où il y a marqué
Tante Gilberte, nous allons bien, nous partons pour la Pologne, c'est très dur, mais nous avons bon espoir, etc. Et les petits papiers sont jetés sur les rails. Puis 90 petits papiers sur 100 disparaissent. Mais il y en a 10 que des gens ramassent, des cheminots qui ramassent les petits papiers et qui trouvent le moyen de les envoyer aux familles. Et c'est 10 petits papiers par convoi ou 2 petits papiers par convoi, quelquefois pas de petits papiers, puis quelquefois un petit papier. Finalement, ça fait beaucoup de petits papiers. Et ça, le geste de la personne qui ramasse, qui ne sait peut-être pas où vont ces trains, mais qui sait que ce sont des trains à bestiaux dans lesquels des gens sont enfermés. Et la personne qui ramasse le papier et qui prend, ce qui est sans doute dangereux en plus, peut-être qu'on peut être puni très gravement d'avoir ramassé ce papier. Et qui non seulement le ramasse, mais écrit à son tour, souvent d'une écriture malhabile, car ce sont des gens qui travaillent, les cantonniers, et qui envoient la lettre là où elle devait être envoyée. Ces gens-là, je les admire profondément. Et je me pose toujours la question de savoir si moi, si j'avais été sur la voie, est-ce que j'aurais ramassé le papier. Et voilà, donc c'est le livre que je voudrais écrire à partir du personnage que j'ai bien connu, mais il y en aurait d'autres que j'aurais pu connaître, mais or il se trouve que c'est celui-là que j'ai bien connu, de ma grand-mère. Et à partir de là, j'ai reconstitué tout un ensemble de choses. Je suis allé, par exemple, au fin fond de la Macédoine, retrouver le lieu où un de mes oncles, qui haïssait la guerre, est mort en 1917. Et là, il haïssait la guerre parce que j'ai retrouvé des lettres de lui. Et moi, je garde beaucoup de choses. C'est bien rangé en plus, je garde bien les choses. Et par là même, je mesure ce que je sais, mais ce que tout le monde sait d'ailleurs, mais à quel point la guerre de 14-18 a pu détruire des gens. Et à quel point parmi tous ces gens de ma famille maternelle que je méprise, il y en a beaucoup que je ne dois pas mépriser parce qu'ils ont des circonstances atténuantes. Et peut-être pas. Ce sera ça le livre, ce sera cette interrogation sur cette chose-là. Et donc, c'est pour ça que je lis Boussole. Parce que je sens dans Boussole un souffle et une capacité de construction. Je voudrais écrire un livre que beaucoup de gens lisent. Pas parce que je cherche le best-seller, m'en fiche. Mais parce que je pense qu'à l'âge que j'ai, avec l'expérience que j'ai pu avoir, les gens que j'ai pu rencontrer, je pense que je suis à même de... Oh, je ne suis pas le seul, loin de là. Et beaucoup d'autres l'ont fait, beaucoup d'autres le feront, et ce sera très très bien, etc. Mais que je peux quand même, moi aussi, participer, en tout cas, à la manière de raconter ces histoires de notre pays dont nous ne sommes pas sortis. Et de montrer que il y a eu des gens qui ont été justes dans des circonstances horribles. Comme l'était par exemple cette femme, ma grand-mère, que j'ai bien connue, et qui est morte centenaire, et que je n'ai jamais vu faire quelque chose de mal. Et nous attendons avec impatience cette histoire d'enfance pour... voilà, oui. Pour, comme André Téchiné, Souvenir d'enfance. Ouais, Souvenir d'enfance d'André Téchiné. Voilà, il y aurait tant d'autres choses à se dire, et peut-être un jour aura-t-on le temps de se les dire à nouveau. Il y a juste une chose que je voudrais dire sur... Oui. Mes regressions des remords. Vous avez peut-être constaté que, vous l'avez constaté bien sûr, puisque vous l'avez très bien lu et vous avez fait un article vraiment formidable. Effectivement, j'ai bien fait de vous laisser la parole. Quoi? Non, je dis j'ai bien fait de vous laisser la parole. Mais non, mais il y a...
Le livre commence et se termine par 2 faits divers. 2 faits divers où je n'ai eu aucune action, puisqu'il s'agit de l'exécution d'un jeune espion allemand sur le front des Ardennes en 1944, par la suite d'un jugement d'un espion, et se termine par la condamnation à mort aussi d'une socialiste tchèque, Milada Horáková, qui s'était révoltée, enfin qui s'est pas révoltée, qui luttait contre le pouvoir communiste à Prague et qui a été condamnée à mort en 1950 et exécutée. Et c'est deux faits, l'un obscur, l'exécution de l'espion allemand, et l'autre événement historique parce que l'exécution de Milada Horáková, qui était une femme absolument admirable, qui avait d'ailleurs passé un certain temps dans les camps de concentration allemands pendant la guerre, car c'était une résistante, est devenue un moment héroïque de la lutte contre les communistes en Tchécoslovaquie, et c'est une héroïne nationale maintenant. Mais en France, on ne la connaît pas. Et j'ai voulu absolument que raconter les histoires qui me concernent personnellement d'une manière très intime entre ces 2 autres histoires qui a priori ne me concernent pas, mais pour montrer qu'on est au monde, c'est-à-dire que tout ce qui nous arrive à nous a évidemment un sens très puissant pour notre propre vie, mais n'a de sens véritable que si on l'inscrit dans le mouvement du monde. Et qu'au fond, d'autres événements qui nous sont a priori étrangers nous concernent tout autant. Et donc, s'il y a eu ces 2 événements-là, il y aurait pu en avoir d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Moi, je garde beaucoup d'événements historiques comme ça, de choses qui m'horrifient ou qui me... Mais là, en l'occurrence, c'était pour montrer que tout ce qui nous arrive est très important, mais n'a pas plus d'importance, voilà, que ce qui peut arriver aux autres. Et c'est pour ça que dans ce livre, j'évoque au début et à la fin ces 2 événements. Voilà. Alors, je vous remercie, Frédéric Mitterrand. En guise de conclusion, je trouve que la meilleure définition de qui vous êtes, c'est vous qui l'avez donnée il y a quelques jours. J'étais dans ma voiture, j'ai entendu à la radio, c'était sur France Quand j'ai Inter. dit que j'étais le marsupilami. Oui. Je dis que vous étiez un mélange, non, mais pas que le marsupilami, cher ami, mais un mélange entre le marsupilami et Rantanplan. Mais il faut imaginer que le marsupilami ou Rantanplan soit saisi par la grâce de l'écriture, comme vous l'êtes incontestablement, et comme, j'imagine, je le sais déjà, nombre de lecteurs le sont également après vous. Merci de la confiance dont vous nous avez honoré, parce que je sais que vous avez à peu près tout refusé, sauf Saint-Médard ce soir, donc ça nous touche d'autant plus. Merci beaucoup. Et nous vous suivons, Frédéric Mitterrand. Juste, si vous le permettez, c'est pas un clou chasse l'autre, pour vous annoncer l'invité de la prochaine rencontre qui sera donc le mercredi 8 février prochain. Changement de décor a priori, et en fait pas tant que ça. Un journaliste également, Jean-Christophe Buisson, rédacteur en chef du Figaro Magazine, qui vient de publier un livre absolument passionnant, je pense que vous avez dû l'avoir entre les mains, sur l'année 1917 et comment cette année, dont nous fêtons le centenaire bien entendu, cette année a été essentielle pour ce qui s'est passé par la suite. Et avec lui, on reviendra sur toute sa trajectoire qui est extrêmement riche de journaliste et d'historien, parce qu'on ne l'a pas assez dit, vous êtes aussi, Frédéric Mitterrand,
un historien. Vous pouvez rencontrer maintenant votre cher public et vous faire signer les ouvrages que vous souhaitez par Frédéric Mitterrand. C'est juste derrière, là, juste, ça vous attend. Merci encore, Frédéric Mitterrand.